outro fator é entender que antes Toda experiência é esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Bernard. Bonjour Aymeric. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Pour ces entretiens de la Fondation Jean Jaurès, les héritiers de l'avenir. Alors Bernard, tous les Bretons t'en connaissent, Je ou presque. pense, oui. En tous les cas, les habitants de Quimper, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu as été un de ceux, on y va y revenir longuement, qui ont contribué à l'émergence de ce que l'on a appelé le socialisme breton. De la fin des années 60, début des années 70, jusqu'à il y a peu, finalement. Oui, jusqu'aux dernières législatives, j'aurais presque tendance à dire. Malheureusement, ça s'est mal passé. Peut-être cela va-t-il revenir à plein de postes différents. Député, Oui. on l'a parfois oublié, mais député en 80. 10 ans à l'Assemblée, oui. Tu as été évidemment député européen. Oui, on y 10 reviendra. ans aussi. 10 ans également. Tu as été maire de Quimper. 18 ans. Voilà. Gagné, battu, Ah oui. repris, rebattu. Bref, un acharnement, j'allais presque dire. 18 campagnes, 9 gagnés, 9 perdus. Match nul. Match nul. Balle au centre. Bref, tu as incarné, ton visage a incarné avec d'autres, Louis Le Pinsec, Jocelyn. Charles Jocelyn, Jean-Yves Jean-Yves Le Hervé, Drian, Jean-Yves, etc., Edmond Hervé, Plus ancien, mais il est mort en 1982, Francis Leblé, le maire de Francis Brest. Leblé, le maire de Brest. Mais il est mort en 1982. Quoi. Tu as incarné donc ce renouveau du socialisme en Bretagne. Et donc je voudrais commencer par une question toute simple. Quand est-ce que tu adhères au Parti socialiste ? Quel est ton cheminement pour y adhérer ? Moi, j'adhère. Parce que c'est pas une évidence d'adhérer au Parti socialiste en Bretagne. Non, qui non, est non, une terre non. C'est à la toujours- culture politique voilà. singulière. C'est toujours un cheminement assez long parce que, d'abord, familialement, je n'ai pas trouvé le socialisme dans mon berceau. Je viens d'un milieu du Morbihan, catholique, traditionnaliste, élevé chez les curés jusqu'à mon baccalauréat. Donc c'est déjà... Ça fait du lourd. C'est un premier choc. Et j'ai connu le dernier curé de l'Assemblée nationale, qui était l'abbé Laudrin, qui était député-maire de la commune où je vivais. Donc, tu vois, c'est un socle lourd de départ. Et mon cheminement, il commence à l'université, en réalité, où je découvre, de manière un peu étonnante pour moi-même, un peu presque perdu par cette liberté, où j'ai le droit de lire, d'aller écouter qui je veux. Donc, c'est comme ça que ça commence, hein, d'une certaine façon. Lors de tes études d'histoire. Et j'ai fait des études d'histoire. Mais c'est important de le rappeler, oui, parce j'ai que fait ça des aura études des... d'histoire jusqu'à une agrégation d'histoire Voilà. à terme. Mais en réalité, c'est mes études qui m'ont pris d'abord. Mais l'intérêt pour la vie politique est venu progressivement, y compris par l'intérêt qui portait aussi mon épouse. Et voilà. Et puis, j'ai suivi, pas le congrès d'Épinay. Congrès d'Épinay, j'étais dans mes études encore. Et par contre, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus. Peu de gens d'ailleurs s'en souviennent, par le référendum européen de 1972. Exactement. Sur l'entrée de la Sur l'entrée Grande-Bretagne. de la Grande-Bretagne, du Danemark, etc. et de l'Irlande. Donc ça, c'est là que j'ai commencé à écouter la voix de Mitterrand. Je l'avais écouté avant en 65 parce que j'avais pas le droit de vote. J'avais été l'écouter à Rennes. Et à l'époque, j'ai pas le droit de vote, je suis avec des copains, on va écouter. J'avais d'ailleurs été écouter d'autres. Et on se dit, on va coller des affiches dans ce bled du Morbihan, très, très traditionnaliste. Et nous avons collé 2 affiches, celle de Le Canuet et celle de Mitterrand, les 2 en même temps. En gros, si tu veux, c'est une période où De Gaulle a fait son temps. Il a fait la guerre d'Algérie, enfin plutôt il l'a terminée, bon, on va passer à autre chose. Donc si tu veux, tu as un bouillonnement dans ces années 60-là que je vis comme jeune homme de 19-20 ans, et nous avons collé les affiches de Mitterrand et de Le Canuet ensemble, tu vois, y compris... Cette affiche de Mitterrand, jaune. Oui, comment c'était un président jeune, etc., voilà, tu vois. Pour une France moderne. Pour une France moderne, voilà, exactement. Avec le caténaire avec derrière. avec des usines derrière, la prochaine fois, ce sera une église. Hein, donc oui, ça sera différent. Ça change. Ouais. Et donc, et ça avait fait un peu scandale dans le village, puisque nous avions décidé, nous avions collé ces affiches sur les murs de l'église.
je pense que Le Canuet était accepté, mais moins Mitterrand, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est petit à petit que c'est venu. Et je suis la campagne législative de 73, hein, bien sûr, je la suis, et la campagne présidentielle de 74. Voilà, donc je suis intéressé par ce qui est en train de naître timidement pour la Bretagne quand même. Il ne faut pas croire, on n'est pas dans le Nord, hein, ni dans les Bouches-du-Rhône, hein, avec Defferre. Et j'adhère au Parti socialiste en septembre 74. En fait, après ce que j'ai appelé la défaite prometteuse, en réalité. Parce qu'elle était quand même assez juste. Hein. Mais je n'adhère pas, alors on a pu le croire, je n'adhère pas, même si je sais que c'est une excellente idée, je ne suis pas au PSU, moi. Je n'adhère pas par le biais des assises du socialisme d'octobre 74. J'adhère, mais je suis content de ce mouvement. Je vois arriver Rocard, que j'ai suivi, hein, évidemment, dans par la presse, etc. Puis le PSU, la Bretagne a été une terre PSU. C'était une terre PSU, bien sûr, qu'il y a eu des députés PSU à Morlaix et à Saint-Brieuc, un maire PSU à Saint-Brieuc. Voilà, donc il y a une concordance là entre 71 et 74. En fait, avec, entre-temps, une campagne législative qui commence à voir apparaître des personnalités en Bretagne, Charles Josselin, Louis Le Pinsec, ailleurs c'est Jean-Pierre Cotte, Jean-Pierre Chevènement, Louis Mexando, etc. Mais il y a toute une génération qui arrive, ils sont jeunes, hein, ils ont 35 et 40 ans, hein, même pas. Hein, et donc voilà, c'est là mon adhésion au Parti socialiste en septembre 74. Et les circonstances malheureuses d'ailleurs, puisque le secrétaire de section de Quimper décède dans un accident de voiture, et on vient me solliciter pour être le secrétaire de la section. Je suis adhérent depuis 1 an. Mais j'ai 30 ans. Oui, j'ai 30 ans. 30 ans. Je suis professeur agrégé d'histoire à l'école normale d'instituteurs, donc ça rassurait côté laïque, mais comme j'avais fait mes études chez les curés, ça rassurait de l'autre côté. Donc j'arrivais probablement à leurs yeux. Tu étais la synthèse. Voilà, j'étais la synthèse entre la loge et la sacristie, hein, pour tout dire, quoi. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Et donc je deviens secrétaire de section. J'ai hésité d'ailleurs, parce que dans ma vie professionnelle, j'avais commencé une thèse universitaire et j'ai tout arrêté. Voilà, et je suis parti. C'est comme ça que ça a démarré. Mais pour la Bretagne, en fait, le socle préparatoire, c'est les années 60. Il faut bien voir ce qui s'est passé dans la décennie 60, 70, 61, si on veut, pour faire 10 ans, Épinay 61. Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là en Bretagne? Il y a un bouleversement de son économie. L'agriculture devient plus intensive, celle que l'on connaît, l'élevage devient l'activité dominante de l'agriculture, le poulet, je ne veux pas faire un dessin. Une personnalité incarne tout ça, c'est Alexis Gourvenec, dans le nord du Finistère, hein, c'est lui qui est le meneur de tout ça, et avec une industrie agroalimentaire qui se développe par derrière, et donc il y a un bouleversement économique, et l'arrivée énorme d'un nouveau salariat, et non plus de petites exploitations agricoles, le nombre des paysans commence à diminuer, etc. Donc il y a un bouleversement économique et social à la fois de l'économie bretonne, hein, qui s'ouvre et qui accompagne la politique agricole commune européenne. Donc voilà, elle prend à pleine main cette affaire-là, quoi. Et ça bouleverse, évidemment, quoi. Et il y aura d'ailleurs assez vite... Ça bouleverse les structures traditionnelles. Ça bouleverse les structures traditionnelles. Mais il n'y a pas que ça. C'est la période du Vatican II, 1962-1965, et on ne peut pas comprendre la Bretagne si on n'intègre pas la question religieuse. Et le Concile Vatican II, il aboutira en France en 1972, je vais y revenir, Aymeric, parce qu'il commence à libérer l'électorat catholique. En gros, c'était je suis catho, je vote à droite. En gros, quoi. Je suis pas catho, je vote à gauche, quoi. Les rouges et les blancs. Les Gwen et Du, quoi. Tu vois, Gwen et Rue plutôt. Rue c'est rouge, Du c'est noir. Et voilà, c'est comme ça. C'était assez simple en fait la vie bretonne à l'époque. Et le Concile Vatican II commence à bouleverser ça. Il ne faut pas oublier que le décret du Vatican sur la liberté religieuse date du 7 décembre 1965. Donc il aura fallu attendre près de 2000 ans avant que
l'Église catholique, enfin un peu moins quand même, l'Église catholique admettent le principe de la liberté religieuse, comme la République, la laïcité, hein, pour sa liberté de conscience. Et donc tout ça, ça secoue la maison catholique, si je puis dire. Mais enfin, c'est quand même pas fini, mais c'est les premiers soubresauts, quoi. Et il faudra attendre octobre 72, tu vois, un an après le congrès d'Épinay, si je puis dire, pour que les évêques de France prennent un mandement auquel Charles Josselin aime se référer. Il le dit souvent, j'ai gagné grâce à ça. Et ce mandement des évêques de France dit les curés ne donneront plus en chair de consignes de vote. Donc tu as un bouleversement là qui Parce que Charles Josselin, il gagne en 73. Il gagne en 73 contre Pleven. Voilà, tu vois. Donc tu as ça. René Pleven. Et alors, donc, tu vois, si je prends les années 60, parce que c'est comme le bouillonnement qui va préparer la suite, tu vois. Et en même temps, c'est l'année, on est en 1964, où de la déconfessionnalisation de la CFDT. C'est la naissance de la CFDT qui s'écarte de la CFTC et qui se déconfessionnalise. Et on voit bien aujourd'hui le poids de ce syndicat dans la région Bretagne, comme Pays de Loire d'ailleurs, hein. Le socle CFDT, il est un peu partout, mais il a un socle, Laurent Berger lui-même est des Pays de Loire, hein. Et c'est la Bretagne et Pays de Loire. Donc tu vois, entre le bouleversement économique, même le bouleversement religieux, le bouleversement social ou syndical, tu as des prémices hein, qui arrivent. Et puis, 68 bien sûr, quoi. 68, c'est comme tout le monde. Là, les Bretons, ils sont pas différents, quoi. Ça bouillonne, la pilule en 67, etc. Donc, tu as tous ces années-là qui sont en train de bouleverser en profondeur la société bretonne. Ça ne donne pas des votes politiques immédiats, ça. Tu vois, c'est pas demain matin. C'est pas parce qu'il y a tout ça que le lendemain, tout le monde vote à gauche. Non, pas du tout. Et le congrès d'Épinay arrive, et avec François Mitterrand, les assises avec Michel Rocard, Jacques Delors, etc. Et donc, ce mouvement petit à petit, cette partie politique s'empare de ce soubresaut, d'autant que les socialistes bretons, notamment avec Le Pinsec, sont en pointe sur la question régionale. Hein, parce qu'il y a toujours eu en Bretagne, la Bretagne a toujours été c'est une terre très fidèle à la République, mais qui a toujours un rapport compliqué à l'État. Un rapport d'amour, d'abandon, quoi. Tu vois, surtout la pointe de Bretagne, parce que déjà en Ille-et-Vilaine, ils sont beaucoup plus tranquilles. Mais quand on grimpe au rideau, c'est du côté Finistère. Hein, c'est à l'ouest de la ligne, en gros, Saint-Brieuc-Vannes ou Saint-Brieuc-Lorient. Toi. Les bonnets rouges, c'est là. Hein. C'est comme ça. Donc tu as ce bouillonnement-là, et en plus arrive, alors les socialistes s'emparent de la question régionale, la CFDT, c'est vivre, travailler, décider au pays, ça donne chez les socialistes en fait la décentralisation, la régionalisation, enfin, tout ce qui est débattu dans les années 70. On n'est pas encore à la victoire de Mitterrand en 81. Et puis, il y a quelques chocs en fait qui viennent télescoper la Bretagne et qui vont donner plus tard le mouvement écologiste, c'est les Marées Noires et Plogoff. Tu vois, ça, c'est les années 70. Tu vois. On se paye tout d'un coup, les Bretons, on doit s'excuser d'être une péninsule. C'est embêtant d'être une péninsule, hein, parce que ton nez est vers le bout, hein, et il y a des cailloux partout. Et donc arrivent ces mouvements-là. Alors, il y a des mouvements environnementaux, mais il n'y a pas encore les Verts, ça n'existe pas les Verts vraiment, tu vois, c'est les associations, etc. Et le PS est très présent là-dedans. Tu vois, il est très présent sur l'Amoco-Cadiz. Oui. Mais on retient l'Amoco-Cadiz, mais il y a eu le Torrey Canyon, il y a eu le Bolène, il y a eu le Tagno, plus tard il y aura les Rical, le Précy, etc. Donc on en a pris plein la gueule en fait, on a pris du mazout en pleine figure sans arrêt. Et donc le PS est très présent dans ces moments-là, plus compliqué sur la centrale de Plogoff, plus tordu, mais quand même, on est très présent. Moi, je suis premier secrétaire fédéral, je peux te dire qu'à ce moment-là, on y va. Hein. C'est un peu compliqué pour nous parce qu'on n'est pas hostile à l'énergie nucléaire, mais on ne veut pas que ça se fasse à la pointe du Raz. En gros, c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'était. La position n'est pas simple. Alors, quand arrivera le meeting de Mitterrand à Brest le 9 avril 81, parce que j'y étais, il aura une formule extraordinaire.
il faut toujours, j'ai dit toujours, méfiez-vous des hommes politiques, écoutez-les bien, parce qu'ils ne vous mentent pas, en fait. Mais vous ne les écoutez pas. Il arrive au meeting et il a cette phrase de synthèse, qui est la force d'un homme d'État. La centrale de Plogoff ne fera pas partie de mon plan nucléaire. Tonnerre d'applaudissements, y compris de tous ceux qui étaient un peu écologistes. Je dis, mais écoutez, vous vous êtes pas rendu compte, vous avez applaudi le plan nucléaire de Mitterrand, sauf Plogoff. Donc voilà, donc tu as les années 60. Alors, en septembre 75, tu deviens secrétaire de la section de Quimper. Tout à fait. Quelques mois après, tu deviens premier fédéral. Non, quelques années, parce que septembre 75, secrétaire de section de Quimper. Très bien. Alors, oui, ça fait même pas un an que tu es au parti. Et en 77, je conduis la liste municipale à Quimper. C'est là où je veux en venir. Je fais une liste. Alors, on n'a pas gagné, mais si tu veux, c'est une succession. Alors, c'est un problème stratégique. On est une bande de jeunes, 30 ans, 31 ans, peut-être un peu fous. Il y a une équipe en place qui n'aime pas trop l'union de la gauche. Comme dans le Nord, il y a eu Maubeuge, Cambrai, tout ça. C'était la troisième force, comme on appelait ça avant, tu vois. Et nous, les jeunes, on secoue ça, quoi, tu vois. Et donc, on me dit, parce qu'au départ, je n'étais pas non plus... moi, je n'étais pas le candidat obligé. On me dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Hein, union de la gauche et tout ça, les communistes, les radicaux. On y est allé, donc on a bousculé l'équipe en place. Mais on n'a pas gagné. Tu vois. Et j'ai été candidat en 78 aux législatives, l'année d'après. Pas gagné non plus, sauf que... Déjà, on en a 2 sur les 9. Oui, j'en ai 2, oui. Et pas gagné. Mais quelle est la bataille de 78, notamment, pour nous, hein, en Bretagne? Il fallait qu'on passe devant les communistes. Et le résultat législatif de ma première campagne, siège pas gagné, mais on a vécu une victoire politique. C'est-à-dire, on a enfin dépassé les communistes dans la circonscription, en France aussi d'ailleurs en 78. Oui. Hein. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le Parti communiste, jusqu'à 78, il domine la gauche. Et en fait, quand tu regardes bien les élections nationales depuis 1945, les législatives, jusqu'en 78, donc ça fait quand même 43 ans, la gauche est dominée par le Parti communiste. Même en 73, tu sais, oui, bien sûr, en termes électoraux, bien sûr. Exactement. Alors, pas en termes de représentation parlementaire, mais en termes de voix obtenues au premier tour. Exactement, quand tu vois les voix et les pourcentages, et nous, les jeunes, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le programme commun est rompu en septembre 77. Donc, en fait, et à l'époque d'ailleurs, moi je suis déjà désigné, c'est la rupture en septembre 77, je fais une convocation de la réunion de section. Ah, il y a du monde, hein, parce que c'est une épreuve hein, ce moment-là. Hein. On croyait que ça allait pouvoir continuer. Et je me souviens de ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, ben écoutez, c'est simple, à partir d'aujourd'hui, donc on est en septembre 77, il y a un parti de 3 à gauche. Il faut qu'il y en ait un qui domine l'autre, et ça doit être nous. Alors, on va mener la bataille. Si vous êtes d'accord avec moi, vous me suivez. C'était simple hein, pour moi. Il faut dominer les communistes, sinon on n'y arrivera jamais. Et alors, tu connais la suite, mais en 78, c'est pas évident, tu vois. Et voilà, donc c'est après ça que je deviens le premier secrétaire fédéral, tout de suite après, au mois d'avril ou mai 78, jusqu'à 81, quand j'ai été élu député. Et alors, quel est votre... parce que tout à l'heure, on a cité un certain nombre de noms, Jocelyn, Le Pinsec, ouais. Hervé, Le Drian, qui est élu en 78, ouais. Le Drian, qui est élu député. Il y avait Marie-Jacques, par exemple, dans le Finistère. Comment vous faites... Alors, toi, tu es premier fédéral du Morbihan. Non, Finistère. Du Finistère, pardon, ouais. pas du Morbihan. Pas de l'ensemble de la Bretagne, évidemment, mais comment vous faites, comment vous coordonnez? Est-ce que vous fixez des objectifs communs? Non. Ou est-ce que c'est chacun dans son département et puis, oui, c'est plutôt chacun dans son département. Alors, par contre, il y a une instance de coordination, de discussion, de réflexion, mais qui n'est pas une instance décisionnelle, en fait, qui est le BREIS. Ouais. B-R-E-I-S. BREIS, études, voilà, exactement. Il n'y a pas de Z, c'est BRE, Bureau régional d'information, Bureau régional d'études et d'information socialiste. Voilà, c'est ça. Le BREIS. BREIS, voilà, ça fait. Donc, c'est une instance qui se réunit. Elle se réunit de temps en temps avec les premiers secrétaires fédéraux de Bretagne. À l'époque, les 5 départements, ceux de Loire-Atlantique, viennent.
Et après, ils ont cessé de venir. Et donc, on discute de l'actualité. Il n'y a pas de décision, parce que la décision reste quand même fédérale. Mais il y a une coordination. Quoi. Voilà, oui, puis on se retrouve, quoi, tu vois. Parce que c'est comme ça, les Bretons aiment bien se retrouver. Ça existe toujours, hein, le Braise. Hein. Moi, je l'ai présidé plus tard pendant 7 ans. Tu vois, voilà, donc on se fixe quelques lignes, quoi, qu'après, on est censé respecter dans nos départements respectifs. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois. Mais on est chacun. Alors c'est l'époque. Le PS est encore on a Le Pinsec est élu en 73 en Finistère. En 78, il est réélu et Marie-Jacques dans le Nord Finistère. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas de sénateur. Brest a été gagné par Francis Leblay. En 77. 77. Quimper, donc c'est Beckham, c'est la droite. Et il y a beaucoup de villes communistes encore, Concarneau, Douarnenez, Guilvinec, il y a beaucoup encore. Le PC, Huelgoat et dans le centre Finistère, il y a encore beaucoup, quoi, tu vois. Et donc on est encore petit. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans mes 4 ans hein, de direction de la fédération? D'abord, il faut créer une section, parce qu'il y a des trous, tu vois. Il y a des zones très blanches hein, encore, hein, notamment le Léon, hein, dans le Nord Finistère, ce qu'on appelle la terre des prêtres. Hein. C'est très difficile de faire des sections, hein, parce qu'il faut que les gens se dévoilent. Et donc là, dès que tu as 5 camarades, pouf, tu crées une section, voilà, comme Henri Emmanuel dans les Landes, où dès qu'il avait 5 camarades... Oui, d'abord, on essaie d'en trouver un qui va accepter de se montrer. Hein, parce qu'il peut y avoir des problèmes dans... Tu sais, tu as des zones, il y en avait près de Quimper aussi... peu importe les noms, dans le Nord Finistère, ce qu'on appelle le Léon, c'était quand même très vide. Hein. Il faut voir, quand quelqu'un, à l'époque, se montre comme socialiste, voulant monter une petite section, hein, ce n'est pas des grands noms, il peut avoir des soucis dans sa famille. Hein, parce qu'il peut arriver en marge de la famille, et il peut même avoir des problèmes professionnels. Donc il est un peu, à l'époque, il est un peu marginal, parce que c'est quand même les communistes. Hein, quand j'ai dit à ma mère que j'adhérais au Parti Socialiste, la première chose qu'elle m'a dit, t'es communiste alors. J'ai dit non, c'est pas tout à fait pareil, donc il faut faire un peu d'explication pour voir c'est comme ça, tu vois. Et donc il faut monter des sections. Alors on en monte comme ça, petit à petit, et puis ça finit par être couvert, hein, après 81 et tout ça, on avait à peu près par canton, parce que par commune c'était trop dur, mais au moins une section, pas les cantons d'aujourd'hui, les cantons d'avant, ou bien une section ville, genre Brest, genre Quimper et tout ça, avec éventuellement des sous-sections, mais autrement une section par canton. Ça finit par être couvert, et puis des candidats. Parce qu'il faut chercher un candidat pour certaines élections. Je me souviens pour celle de 76, les cantonales, donc c'était ma responsabilité, il fallait chercher, quoi. Et même pour les municipales, dans les communes, d'abord, on pouvait trouver des candidats, mais il ne faut pas que je dise que je suis socialiste parce que ça ne va pas aller. Tu vois. Donc, si tu veux, alors, la victoire de Mitterrand a libéré ça. Bien sûr. Petit à petit, tu vois. Donc en 81, tu es élu député. Alors je suis élu député dans la foulée de l'élection de Mitterrand. Et comment ça se passe, le jeune qui monte à Paris, il faut te dire les ors du Ballet Bourbon? L'état d'esprit, c'est intéressant faut pas faire d'anachronisme. L'état d'esprit, c'est que moi je suis pas préparé à être élu du tout. Je suis candidat, mais notre idée, on est toujours battu. Tu es toujours prof là, tu es toujours. Oui, je suis à l'école normale, mais en gros, on est toujours battu. Donc on a gagné la présidentielle, mais on ne sait pas, enfin moi en tout cas, je ne sais pas encore ce que va donner la législative, tu vois, à tel point que j'ai réservé mes vacances en juillet. Moi. J'ai payé les arts. Je peux pas être... Tu vois, dans ma tête, j'ai un enfant, un bébé, j'ai pris de quoi passer mes vacances dans un VVF d'Auvergne. Oui. Je suis élu. Ma femme, d'ailleurs, elle a dit, on va récupérer les arts quand même. Donc, elle a téléphoné, et la dame, gentiment, lui a dit, votre mari est député, mais c'est quel bord? Alors, il est avec Mitterrand. Ah, ben c'est bon, alors on a eu les arts. Mais donc, tu vois, il faut bien voir l'état d'esprit. Et je ne suis pas sûr que ce que je dis là était limité à la Bretagne. Parce qu'on avait, dans notre idée, on avait envie de gagner, mais c'est une envie militante, ce n'est pas une envie de place. C'est comme ça. Si on avait perdu, on a recommencé. Et cet esprit-là, il était, en tout cas en Bretagne, je peux l'assurer, très présent. Quoi, tu vois, très présent. Donc, on gagne,
tant mieux. Alors, moi, je débarque à l'Assemblée, je cherchais ma petite valise et tout ça, donc et l'hémicycle. Alors, moi qui suis passionné d'histoire, c'est la rentrée dans l'hémicycle qui te fait un premier choc. Tu as été député. J'ai toujours dit, tu vois, que dans ma vie, j'ai eu 3 émotions politiques. La première, c'est rentrer dans l'hémicycle de l'Assemblée. Il est rouge. Il est tout rouge. Il est tout petit et il est rouge. Tout petit et rouge. Oui, il est tout petit. Tu le crois grand? Non, il est en grand angle. Il est petit et rouge. Et je me dis, ça, c'est comme si c'était l'hémicycle de la démocratie. J'ai eu un deuxième quand je suis rentré au Parlement européen à Strasbourg. Il est bleu. Il est tout bleu. Et grand. Et grand, exactement. Et puis ça, c'est l'hémicycle. Quand j'ai vu tous ces gens-là, ils parlaient des langues bizarres parfois, tu vois, c'est l'hémicycle de la paix. Et ma troisième émotion, c'est quand je suis rentré, même je connaissais bien le bâtiment, je suis rentré élu comme maire dans la mairie. Ouais. Je dis, ça, c'est la République. Tu vois, mes 3 émotions, c'est ça. La démocratie, la paix et la République. Par les 3 lieux que j'ai eu la chance, auxquels j'ai eu la chance d'accéder, tu vois. Et alors après en 81, je ne vais pas dire c'est la folie douce, mais enfin, c'est incroyable, c'est l'altin. On va tout faire, quoi, tu vois. Et on en a fait beaucoup, d'ailleurs. On a fait énormément. Entre 81, 83, 84, là, il y a eu un... Alors, on est là, on fait le boulot, quoi, si je puis dire, au maximum, le groupe et tout ça. Et alors, les commissions, en fait, tu découvres la vie parlementaire. Je découvre la vie parlementaire. Et là, tu la découvres vraiment, parce que... Alors, nous, les Bretons, on se met ensemble. Je voulais y venir justement. À l'étage. Comment vous vous organisez? On demande à être dans les bureaux côte à côte. Et on s'est retrouvés, pas tous peut-être, pratiquement, au 6e étage du 101. Donc les Bretons ensemble. Je ne sais pas si d'autres régions font ça, mais nous, c'était comme ça. Et on se retrouvait facilement, tu vois. Et ça a toujours été comme ça. Même les députés... de Bretagne dans le quinquennat de François Hollande, ils se retrouvaient chez Jean-Yves Le Drian, par exemple. Voilà, et ça a continué, tu vois. C'est comme ça, c'est une tradition, je ne sais pas si ça... Et alors, est-ce que c'est une volonté tant au Parlement que dans la vie du parti, de peser, parce que Bretagne, et qu'il y a une identité à faire valoir, en quelque sorte, on fait bloc, quoi. Il y a un peu ça. Il y a un peu ça, et ça a toujours été comme ça, sur un certain nombre de sujets... Même, je vois par exemple dans l'exercice du conseil régional, c'est un peu différent, il y a des dossiers où les Bretons font bloc. C'est comme ça. Y compris sur le redécoupage des régions. Oui, ça c'est une histoire... Petite anecdote. C'est une histoire très ancienne, oui. dont on a du mal à voir la fin. Il y a 80, tu es élu député. J'avance parce que... Alors je suis plus premier secrétaire. Voilà. Tu es évidemment plus premier secrétaire. Voilà. Quoi, évidemment. Rien n'empêche dans les statuts d'ailleurs. Non, mais c'est plutôt comme ça. Et premier fédéral, c'est président de conseil général, que l'on ne peut pas être en étant premier fédéral à l'époque. Mais il y a un événement qui se passe en Bretagne qui, sur le coup, n'a pas forcément une importance énormissime, mais qui va en avoir... au fur et à mesure au sein du Parti socialiste, en 84, me semble-t-il, la naissance des transcourants. Oui, mais même qu'est-ce que c'est que ce truc des transcourants? Mais je vais dire ça commence un peu avant. Il y a 2 choses qui débloquent encore plus l'électorat en Bretagne, que j'ai toujours considéré comme étant culturellement un électorat social-démocrate chrétien, c'est-à-dire un électorat et le Parti socialiste en Bretagne a magnifiquement fait cette synthèse entre ce que j'appelle le socialisme démocratique, l'humanisme laïque et le christianisme social. Nous avons réussi, avec toute une série de personnalités que tu as citées, dans lesquelles je me mets modestement, à fédérer ça, tu vois. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu plus éclaté, voire dispersé. Et il y a 2 faits qui vont nous aider beaucoup. En 81, l'écart entre François Mitterrand et Georges Marchais est de 10%. C'est-à-dire, c'est le début de la fin du mouvement communiste. Et ça libère un électorat, ça libère un électorat du centre. Les partis, c'est autre chose, mais ça libère un électorat qui était quand même soucieux de cette alliance, quoi. Tu vois, j'en connaissais beaucoup, ils disaient, on aimerait bien, mais tu comprends, il y a les communistes et tout ça, tu vois. Et cet écart
que le peuple français a décidé, et que Mitterrand a parfaitement réussi, ça décoince du monde. Et il y a un deuxième sujet qui a été très très tendu en Bretagne entre 82 et 84, c'est la question scolaire. Et la question, alors moi je me suis très engagé auprès d'Alain Savary, parce que je voulais la réussite de cette loi. J'ai toujours pensé que seule la gauche pouvait réussir à solder cette querelle scolaire et à regarder autrement le chemin éducatif. Ça n'a pas marché, mais je suis très engagé. Et ça, la paix scolaire est arrivée. Parce que, en fait, la paix scolaire est arrivée parce qu'il a fallu arrêter, quoi, tu vois. D'ailleurs, l'année d'après, en 85, François Mitterrand vient en Bretagne pour une histoire de sous-marin, là, équipé avec des armes, là, et il invite les députés, et il y a un buffet après, et il me prend à part. Et il me dit, comment va la Bretagne? Je lui dis, écoutez, Monsieur le Président, il faut qu'on cicatrise la paix scolaire, elle a été très vive en Bretagne. Et il me dit, oui, alors à la façon Mitterrand, mais que je voulais que je fasse, les curés sont contre, les laïcs sont contre, il fallait bien que je retire. Parce qu'effectivement, il s'est fait, j'allais dire, coincé entre deux exigences, deux rigidités qu'il a fallu arrêter. Tu vois. Mais le fait d'arrêter, en même temps, assainit la Bretagne. Parce qu'il se disait quand même que si la gauche arrive, vos écoles privées, on va les fermer. Hein. C'était ça, c'est l'équivalent, si tu veux, des chars russes à la Concorde, hein, c'est pareil. Hein. Il faut voir le fantasme de 81, c'était épouvantable ce qu'on pouvait entendre. Donc il y a là quelque chose qui se décoince, si je puis dire, dans une partie de l'électorat de la Bretagne. Alors les transcourants arrivent, alors ça aussi, d'abord ils arrivent après 83, après le fameux, ce qu'on appelle... Alors, transcourant, ça renvoie à des gens qui appartiennent à différents courants qui sont la structuration de base de la vie du Parti socialiste. En fait, ils étaient 4. Il y avait Jean-Yves Le Drian, plutôt Mauroy. Il y avait Jean-Pierre Mignard, plutôt Rocard. Il y avait Jean-Michel Gaillard, aujourd'hui qui est décédé, plutôt Fabius. Et il y avait François Hollande, plutôt Hollande, faisant la synthèse des autres. François Hollande, plutôt Hollande. Oui, j'ai plutôt envie de dire ça, plutôt Hollande, comme d'habitude, j'allais dire. Et voilà. Mais ils décident, ils font un papier dans le journal Le Monde en décembre 84, et donc Fabius est Premier ministre. Ce qu'on a appelé, c'est une formule, hein, le tournant de la rigueur de mars 83, j'aime pas trop la formule, enfin elle est maintenant familière, et ça se fait, ils le font après, et le titre est intéressant parce que ils disent socialistes et démocrates. Dans l'article du Monde, c'est ça, de décembre 84. Là, voilà, société-démocrate. En fait, ils n'osent pas dire tout de suite sociodémocrate, en fait. Parce qu'à l'époque, c'est pas encore bien vu. Maintenant, ça va. Oui. Maintenant, ça va. C'était même. Maintenant, c'est sociolibéraux qui est pas bien, quoi. Oui. Mais parce que le PS a toujours un truc comme ça qui est pas bien. Et donc, ils font ça. Quand on lit l'article, il n'y a pas de quoi fouetter trois chats. Hein. C'est pas la révolution. Par contre, ce qui était bizarre à l'époque, avec des courants un peu rigidifiés à l'intérieur du Parti socialiste, bien sûr, quand même, mais des blocs, etc. Mitterrand, Rocard, moi j'étais côté Rocard, il y avait Fabius, ses amis, il y avait Popren, il y avait Chevènement, etc. Il y a tout un tas de petites chapelles comme ça. Et eux, le fait qu'ils se réunissent, c'était ça qui était un peu nouveau, quoi. C'est 4 signatures, quoi. Et alors à l'époque, donc le Noël se passe. Et il ne faut pas oublier la démission de Rocard le 2 avril 85 pour du la ministère faire. de l'Agriculture. Il démissionne. Bon, moi, je ne le savais pas. Je suis comme tout le monde, je l'apprends le matin. Et après, donc... Toi, comme député, proche de Michel Rocard... Oui, mais la veille, on était plusieurs députés au ministère avec lui. Hein. Et rien, il ne dit rien. On était une dizaine de députés. Il nous avait invités à prendre un pot et à bavarder un peu. Moi, j'ai été réveillé à 6h30 du matin par un journaliste qui me dit « Rocard a démissionné ». Alors, je dis « Mais c'est pas possible, je l'ai vu la veille ». Donc, après, ça, c'est des circonstances qui m'ont échappé totalement. Donc, après, en fait, il prépare la campagne de 88. Parce que, quel est l'état d'esprit de l'époque? On va perdre en 86, on va cohabiter avec la droite, et Mitterrand ne pourra pas se représenter. Pourra même-t-il aller jusqu'au terme de son mandat?
aujourd'hui, il ne faut pas refaire le film comme si on ne connaissait pas la fin. Et donc, Rocard se prépare. Et dans les réunions préparatoires, il y en a une, par exemple, où il fait, comme on appelle, un brainstorming, c'était le 20 avril, je crois, 85. On a mangé toute la journée, 10 heures, là. Plateau repas, hein, plateau repas, des trucs un peu pas terribles, mais enfin bon. On se prépare. Et là, à un moment donné, je ne sais plus si c'est à cette réunion, il voit les transcourants, là. Ça l'intéresse. Ça l'intéresse parce que ça brise les cadres, en fait. Et Rocard, ça l'intéressait, ça. Et en fait, il dit à Michel Sapin, copain de Hollande, copain de classe, j'allais dire, de Hollande, et à moi-même, d'aller les voir. Et nous avons été, je me souviens bien, on a fait un repas chez Le Divellec, ça m'a coûté cher, pour prendre ce contact, quoi. Juste, on se connaît, hein, mais pour dire l'intérêt qu'il portait Michel Rocard. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai enfourché ce qu'on appelait les transcourants avec la première réunion au mois d'août 85. Parce que François Hollande, à l'époque, il est rien, entre il guillemets. Non, il n'est même pas député. Il n'est pas député, il est élu en 88. Il est conseiller municipal d'Ussel. Oui. Parce qu'il a été candidat en Corrèze. En 83, oui. Ils ont perdu, mais dans l'opposition. Voilà, il est comme tu dis, par rapport à toi qui est député, voilà, fédéral, etc. Mais bon, c'est le petit genou, quoi. C'est le petit genou, mais malin, hein, ça j'ai repéré assez vite. Hein. Malin et vif. Hein, la suite le confirmera par ailleurs. Oui, mais à l'époque, pour être honnête, je ne vois pas en lui un futur président de la République, hein, loin de là. Et donc c'est comme ça que la première réunion a lieu. Pas à Lorient, contrairement à ce qu'on croit, dans le gymnase de Plomeur, près de Lorient. Voilà, il y a une réunion. Alors, tu sais ce que c'est ces choses-là. On reste 2 jours, 3 jours, on débat, etc. Quoi. Mais les cadres sont un peu brisés. Quoi. Puis ça va continuer. Lorient, avec des invités comme Delors. À un moment donné, c'est Delors qui devient la figure de proue, hein, de ce mouvement. Et donc, quand tu y vas, c'est sur conseil. Oui, moi je suis rocardien dans les transcourants, en fait. Hein. C'est comme ça. Parce que la fédération que j'ai dirigée avant 81, elle était très rocardienne. Au congrès de Metz, par exemple, la motion de Rocard a eu la majorité absolue dans la fédération. Voilà. Mais c'était une fédération rocardienne sans hostilité à Mitterrand. Parce que il y avait chez les amis de Rocard, il y avait des vieux contentieux avec Mitterrand qui remontaient à très loin, la 4e, la guerre d'Algérie, tout ça. Nous, non, on n'avait pas ce contentieux-là. Donc, on pensait que Rocard était l'homme le mieux à même de l'emporter. Mais une fois que ça a été décidé, il n'y a eu aucun problème pour Mitterrand. Et donc, c'est comme ça que moi j'ai épousé c'est comme ça que j'ai fait petit à petit la connaissance de Hollande, mais toujours dans la mouvance Rocard. Et François Hollande, d'ailleurs, de mémoire, tous ceux qui étaient là se disaient, en fait, dans la suite de Mitterrand, qui arrivera un jour ou l'autre, hein, personne ne fixait de délai ni de date, hein, bien sûr, ça sera le tour de Rocard. Alors l'histoire n'a pas été celle-là, parce que voilà, mais nous on en connaît la fin. On en connaît la fin, mais à l'époque c'est ça, parce que c'est une époque où le Parti socialiste a dans son stock présidentiel et dans son vivier présidentiel un paquet de monde quand même. Hein. Aujourd'hui, il y a un peu le désert. Hein, il était plus fourni qu'aujourd'hui, quoi, dirons-nous. Ah bah, il y en avait beaucoup, capables d'affronter une campagne et, en gagnant, de présider la France. Et voilà, donc c'est comme ça que naît... alors après, il y aura Démocratie 2000, Témoins et tout ça, tu vois. Mais moi, je suis toujours resté dans ce mouvement-là. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et Jospin, qui était premier secrétaire, il n'aimait pas. Non, il n'aimait pas, parce que je me souviens, il s'en est pris un jour dans une réunion du comité directeur, mon club c'est le parti. Parce qu'il en avait marre, il y avait des clubs qui commençaient à essaimer un peu partout. Chacun faisait son petit club et tout, donc ça énervait Jospin, ça. Il n'avait pas tort d'ailleurs, mais enfin, il ne fallait pas que les clubs s'opposent au Parti socialiste. Et lui, dans sa fonction, je trouve qu'il avait raison de vouloir garder une formation politique solide, cohérente, qui se disperse pas, qui éclate pas. Donc il était dans son rôle. Mais il n'aimait pas ça. Quimper. Alors après, moi... Quelle est cette histoire avec ton histoire, bien sûr, Chardel, quasiment, quand on a été maire pendant 18 ans, on a un rapport Chardel à une ville, bien sûr, et à ses habitants. Comment se passe la conquête? Vous échouez en 77?
83, c'est pas la bonne année. Non, je perds aussi. Hein. Ah, on bien fait sûr. une de la... 83, 89. Je gagne, Voilà. sans les communistes. Et 89 a été d'ailleurs un cru qu'on a souvent oublié, mais qui a été plutôt un bon cru pour les Plus qu'un municipales, bon pour les cru, socialistes. Blois, Blois, Quimper, Avec Jean-Pierre Saint-Dié, Sueur à Orléans. Orléans, ça y est, tout un bon cru. ouais. Tu vois. Alors, on s'appelait, c'est marrant parce que... Parce que là, tu la gagnes, excuse-moi, à Quimper en 89 sans les cocos. Il y a une triangulaire à la fin, sans les cocos ni les écolos. J'avais prévenu, hein, parce que j'avais appris ma ville. Oui, c'est comme Jean-Yves Le Drian en 2015 au régional, quoi, sans les écolos. Oui, j'avais appris. J'avais vu que quand il y avait un accord avec les communistes dans la ville de Quimper, ça perdait toujours. Parce que c'est comme ça. C'est une ville républicaine, centriste, qui peut tolérer un socialisme, mais dans certaines conditions. Tu vois, donc j'avais bien compris ça. Alors j'ai pris le risque. Je me suis fait engueuler. D'ailleurs, c'est Rocard était à Matignon. Hein. On m'a dit, mais tu vas quand même les prendre. J'ai dit non. Mais vous savez pas ce qu'un breton, hein, et c'est non, c'est non. Puis tu vas les prendre au second tour, je dis non. J'irai jusqu'au bout. Alors, ils n'en revenaient pas. Ouais, ils gueulaient. Ben, j'ai dit, gueulez comme vous voulez, mais c'est comme ça. Et j'ai fait la même chose en 95, où j'ai regagné de peu, parce que c'était fragile. Toi. Et celui qui m'a appelé le lendemain de ma victoire en 95, c'est Mitterrand. Il m'a dit, je suis content que vous soyez être élu. Je dis, vous savez, ça a été juste, hein, je n'ai pas pris les communistes. C'est très bien, m'a-t-il dit. Parce qu'il y a des moments, parce que je pense que Mitterrand était quelqu'un qui il a su prendre des risques toute sa vie. Hein. Donc il pouvait comprendre ça. Voilà, donc Oui, la politique, c'est des risques. C'est des risques. Il faut prendre son risque, comme disait l'autre. Tu prends ton risque, c'est comme ça, tu perds ou tu gagnes. Et j'ai toujours pensé que la population ne reprochait jamais à quelqu'un de perdre, elle lui reproche de ne pas combattre. Ce n'est pas la même chose. Et elle lui reproche de partir, de ne pas combattre. Non. Moi, on m'a proposé, en 86, quand j'ai perdu mon siège de député, Rocard m'a proposé de venir avec lui à Paris, dans ce cas. J'ai dit non. Moi, je suis à Quimper, je ne boude pas de Quimper. Voilà. Je lui ai même dit, d'ailleurs, c'était un peu anecdotique, tu sais, ça fait 3 générations que ma femme et moi, nous avons le même boucher, je ne change pas de viande. Parce qu'on ne bouge pas. Je ne suis pas un nomade, moi, en politique. Voilà, tu perds, tu gagnes, voilà. Et à un moment donné, tu rentres. J'ai commencé ma campagne de 2008, où j'ai regagné la ville, avec une formule, je fais partie du paysage de la ville. Je fais partie du paysage urbain. À un moment donné, tu fais partie du paysage urbain. Et je constate même aujourd'hui, maintenant je suis vieux, hein, je suis un boomer, comme dit les écolos, hein, et je leur souhaite d'ailleurs d'être boomer un jour. Et en fait, y compris en politique. Y compris en politique. Et tu sais, les gens, ils ont besoin de repères. Ils aiment bien. Après tout, c'est pas pour ça qu'ils votent pour toi, mais ils aiment bien savoir, celui-là, il l'incarne. Il est écologiste, il est communiste, il est socialiste, il est démocrate chrétien, il est ceci et cela. Mais ils aiment bien avoir une incarnation, quoi, un visage, un nom, voire Un point de repère. Tout le monde sait où j'habite. Voilà, donc tu as un repère. Même aujourd'hui, où je n'ai plus d'activité publique, militante et tout ça, je vois bien, c'est un repère. Et la vie politique, c'est comme toute vie, elle n'est pas désincarnée. Quand j'entends, oui, on va d'abord faire les idées, après on verra qui. Non, c'est pas vrai, ça. Les choses, c'est ensemble. D'ailleurs, si aujourd'hui j'avais le PS, en fait, au début, en réalité, il aurait fallu faire l'inverse, désigner la personne qui sera candidate et à elle de faire les idées, à elle d'organiser son... Parce que si tu fais les idées d'abord en disant on verra bien qui, ça ne marche pas, ça. Moi, je suis très vieux monde de ce point de vue-là. Oui, ou même nouveau monde, parce que... oui, si on peut dire. Oui. L'actuel président s'est peu d'abord autodésigné et ensuite a avancé ses propres idées. Oui, tu as raison. Oui. Si je voulais être un peu taquin. Je voudrais terminer d'un mot, parce que c'est quelque chose qui a quand même structuré ton engagement politique. Tu vas aussi être député européen pendant 10 ans, ce qui est, pour un Français, assez long. Oui, et j'ai beaucoup aimé cette... Alors, bien entendu, ça part de ton engagement politique, oui, mais j'aimerais juste te demander, tu vas développer ça, mais juste te demander aussi, tu as été député français 10 ans, député européen 10 ans. Oui. La comparaison des deux. Alors, c'est deux choses. Comment as-tu vécu, j'ai vécu ces deux différemment? Alors, surtout que j'ai vécu
l'Assemblée nationale dans la majorité. Oui. C'est pas pareil. Je l'ai jamais vécu dans l'opposition. Je ne veux pas dire que ça n'a rien à voir, parce qu'il y a quand même des règles parlementaires que tu peux retrouver. Mais là, au Parlement européen, tu parlementes. À l'Assemblée nationale française, tu parlementes moins. C'est-à-dire, ton repère à l'Assemblée nationale, c'est quand même le président, si tu es dans la majorité. Et si tu es dans l'opposition, tu es contre le président. C'est aussi ton président, c'est aussi le président en fait. Oui, mais tu es contre ou tu es pour, quoi. Oui, et tu regardes ton futur président, s'il a la chance de gagner. Et quand je suis rentré dans l'hémicycle et que j'ai entendu tout ça, à l'époque nous étions encore que 15, et après on est arrivé à 27, 28, etc., maintenant 27, j'ai vu tout ça, et j'ai vu que les règles n'étaient pas les mêmes. Et c'est difficile à comprendre pour un Français. D'abord, il a fallu que je m'habitue à l'interprétariat. J'ai compris assez vite que quand tu as 2 minutes de parole, tu es français, le Slovaque, il ne te connaît pas. Hein. Même les grands noms de la France. Hein. Aujourd'hui, les seuls qui étaient connus pour les Français, par toute l'Europe, ça a été Rocard quand il y était, ça a été Cohn-Bendit, et ça a été Le Pen, Jean-Marie. Tout le monde connaît ça. Mais les autres, des poignants, je peux dire, ça, mais même les anciens ministres, ça ne compte pas en Parlement européen. Donc tu es amené à te confronter, pas au peuple, mais aux représentants des autres peuples. Et ça, j'ai beaucoup appris, et j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai pris comme une cure d'humilité. Je vais te prendre 1 ou 2 exemples. Un jour, je bavarde avec un Polonais, et je lui dis, mais pourquoi vous avez acheté des F-16 américains? Alors nous sommes en Europe, on est en mesure de vous fournir des avions. Il me dit, oui, mais vous les Français, on ne peut pas compter sur vous. En 1939, vous avez déclaré la guerre, mais vous ne l'avez pas faite. Et tous nos lycéens apprennent ça en Pologne. Donc on ne peut pas compter sur vous. Ah, tu prends quand même un petit choc. J'ai eu un jour, pareil, avec un Balte, c'est le 8 mai. Il dit, moi je rentre en France pour les cérémonies du 8 mai, c'est la fin de la guerre. Elle me dit, ah non, pour nous, ce n'est pas la fin de la guerre. La fin de la guerre, c'est quand les Russes, les Soviétiques sont partis en 91. Donc tu prends des petites leçons d'histoire. Tu prends des... Oui, gentiment, évidemment. Oui, mais avec le sourire. Mais... Avec le sourire, mais on te fait comprendre. Alors je ne te parle pas des Tchèques. Hein. Bien sûr. Munich, vous nous avez quand même lâchés. Donc tu vois, alors là, c'est les pays de l'Est, hein, surtout. Même les Espagnols, quand ils ont fait les 200 ans de la guerre d'Espagne en 2008, hein, avec Napoléon, ils ont fait ça. On a un petit peu parlé, tu vois. Donc, on n'a pas que des bons souvenirs, m'a dit l'un, tu vois. Donc, et en même temps, ce qui est fabuleux, c'est que tout ce monde-là vit ensemble, réussit, s'entend, bavarde et tout ça, tu vois. Et j'ai trouvé merveilleux. Pour ça que je trouve que l'Europe, il y a un côté miracle. C'est quand même miraculeux que ces gens-là se retrouvent, quoi. Je crois que Mitterrand avait dit un jour, dans un discours dans l'hémicycle, ici, il n'y a que le Danemark à qui on n'a pas fait la guerre. Je ne vais pas vérifier, je pense qu'il devait avoir des bonnes sources, oui. Parce qu'on a tous été en guerre quand même. Et donc, j'ai découvert la recherche du compromis parlementaire. Hein, il faut s'entendre. Parce que les règles pour prendre une décision ne sont pas les mêmes. Hein, il faut obtenir la majorité des membres du Parlement, donc il faut aller chercher sa majorité. Et tu ne vas pas la chercher tout seul. Il n'y a jamais eu un pays tout seul ou un parti tout seul qui a eu la majorité absolue dans le Parlement européen. D'ailleurs, la présidence est partagée en 2. Donc tout ça, tu découvres, je l'avais de manière livresque, je l'ai découvert de manière physique, si je peux dire. Charnelle. Charnelle, exactement, politique. Et donc, moi, je ne sais pas d'ailleurs comment m'est venu cet engagement européen de tout temps. En fait, je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours pensé qu'il fallait que les pays s'entendent et s'unissent. Ça, c'est la base, si tu veux. Alors après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais j'ai toujours pensé ça. Et je m'y suis engagé. J'ai beaucoup aimé ce mandat du Parlement européen. Et donc, j'ai arrêté la mairie à ce moment-là. J'étais maire en 2001, mais je n'ai pas conduit la liste. Hein, j'étais sur la liste, mais j'ai arrêté. Et j'ai repris en 2008
un peu encouragé par d'autres, mais c'est très agréable d'être encouragé par d'autres. Ça, on adore être flatté finalement. Oui, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Quand on vient Moi, te chercher. j'adore les compliments, ça c'est vrai. Quand on m'en fait pas, ou quand on dit du mal de moi, ça me gêne pas, à condition que j'entende pas, c'est tout. Et donc, ça s'est fait comme ça, et je garde une passion pour cet engagement européen. Alors, justement, cet engagement européen, pour faire le lien avec le début de notre échange, comment dire, est-ce que tu as senti un lien fort entre ton parti, le Parti socialiste, et ce que tu faisais en Europe, où finalement, poignant ce que tu fais en Europe, ça te regarde, alors on s'en fiche, quoi. Alors, il faut dire que j'ai donc été au Parlement européen dans une drôle de période, en particulier entre 2004 et 2009, parce que c'est la période de la Constitution européenne. Nous avions à l'époque un groupe, à l'intérieur du groupe socialiste européen, 31 députés. Nous étions la première délégation que je présidais. Donc c'est 31, il n'y a jamais eu autant, je ne dis pas maintenant. Pas maintenant. Mais nous étions totalement divisés. Et donc on n'a pas profité en fait de ce nombre. Et la grande division a été la Constitution européenne et la grande bataille autour de la directive Bolkestein, tu vois. Et donc, là, en fait, le PS c'était français. L'Europe, c'était malheureusement, c'était pourtant le mandat de François Hollande, mais voilà, il y avait l'Europe, faites votre truc là-bas, voilà. Et venez pas trop nous embêter. Voilà, il n'y avait pas de lien entre. Non, pas de lien même organique entre le président de la délégation française et les responsables du parti. Le président de la délégation française, il est membre de droit du bureau et du secrétariat, mais c'est tout, quoi. C'est tout. J'ai pas senti un lien puissant, y compris à cause de notamment de cette période-là que je te décris, quoi. Pourtant, c'était une période passionnante. D'abord, le débat sur la Constitution, même s'il a abouti à un nom français, était un débat assez passionnant, en Europe en général. Et j'ai fait 2 meetings en Espagne. Moi qui ne parle pas un mot d'espagnol, avec le président du Parlement, qui est José Borrell, qui est maintenant le haut-commissaire. Il m'avait dit, viens, on va faire 2 meetings en Espagne. Je ne dis pas un mot d'espagnol, moi, je te traduirai. Mais j'ai fait du latin, et j'entendais sa traduction, et j'ai quand même dit, écoute, on l'appelle Pépé là-bas, Pépé Borrell, je dis, écoute, tu ne traduis pas tout à fait ce que je suis en train de dire. Mais non, mais il faut que j'arrange un peu, quoi, tu vois. Et donc, il y avait une passion quand même, tu vois, dans les pays à référendum, il y en a eu que 4, et donc voilà, ça. Mais en France, le référendum, il était plus national qu'européen, en fait. Oui, comme souvent le référendum. Voilà, après, tu connais la suite, le nom. Ça a pesé sur le parti, ça pèse encore, je pense, sur le Parti socialiste, parce que à partir du moment où il y a eu ce nom français, avec une division puissante au sein du Parti socialiste, il n'y a plus de secrétariat aux affaires européennes. Et il n'y a plus de réunion de la Commission Europe. Parce qu'en fait, réunir la Commission Europe... La césure est trop importante. Réunir la Commission Europe, c'était réouvrir la plaie. Et à l'époque, François Hollande, avec son esprit de synthèse, qui à l'époque d'ailleurs était précieux, faut faire attention à ce que la maison n'éclate pas, quoi. Parce qu'elle pouvait éclater sur ce sujet-là. Donc elle a éclaté quelques temps plus tard. Elle a éclaté, tu as raison, mais pendant cette période-là, il fallait la préserver, quoi. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que en 2007, donc 2 ans après, les 3 candidats à la présidentielle qui sont arrivés en tête, c'est-à-dire Sarkozy, Royal et Bayrou, tous avaient voté oui. Tous avaient fait campagne pour... Comme quoi, tu vois... La vie politique est parfois tortueuse. Voilà, disons qu'elle a des virages, tu vois. Donc, merci Bernard, socialisme breton et européen. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.